Dans cette vidéo, nous allons voir un résumé de l'anatomie, physiologie et pathologie tissulaire du cou, des tests et de l'évaluation palpatoire des tissus traités, et nous verrons l'application des 10 techniques propres à l'ostéomassage, à savoir les 3 techniques musculaires, 3 articulaires, 3 faciales, ainsi que le pompage liquidien que nous appliquerons à l'intérieur de ces manœuvres. Le cou est un carrefour stratégique très important. Il doit assumer plusieurs fonctions, dont la mobilité, la protection et le support de structures importantes. Il va subir des contraintes venant du regard, de la mâchoire et de plusieurs structures environnantes. Donc, nous allons voir que le cou, au niveau des vertèbres cervicales supérieures, va subir les tensions venant du crâne, de la dure mère. Il va recevoir aussi des impacts venant de toutes les vertèbres inférieures, surtout du sacrum, en plus de devoir supporter des structures telles la scapula. Et en avant, nous allons avoir des ligaments et des structures qui vont supporter le diaphragme et les poumons. Il va aussi devoir retenir des tuyaux comme l'œsophage et la trachée artère, en plus de devoir avoir des liens avec toute la gravité. Toutes ces raisons font en sorte que la zone cervicale est une zone hyper importante à traiter, car il y a à peu près toujours des lésions, des pathologies tissulaires importantes. Passons maintenant aux structures articulaires qui composent le cou. Nous avons 7 vertèbres, dont il y en a 5 qui sont les vertèbres inférieures classiques et 2 vertèbres supérieures qui s'articulent de façon spéciale. Donc, la première vertèbre dorsale s'articule avec la C7 selon des articulations classiques. Et puis, nous avons ici les condyles de l'occiput qui s'articulent avec les condyles de la vertèbre C1 ou atlas. Puis, C1 s'articule avec l'axis selon, encore là, un modèle spécial. Si nous regardons C1 avec l'occiput, C1 a des condyles convexes et l'occiput des condyles concaves. Donc, les deux s'articulent selon des mouvements de glissement. Donc, quand nous faisons une flexion, les condyles de l'occiput reculent, les condyles avancent en extension. Au niveau de l'articulation C2-C1, C2 contient un apophyse odontoïde et C2 tourne autour. Donc, ça permet de faire des mouvements de non. Le premier, c'est oui, le deuxième, c'est non. L'ensemble des 7 vertèbres performe les 6 mouvements classiques du cou, à savoir flexion-extension, inclinaison droite, inclinaison gauche, rotation droite, rotation gauche. Nous allons passer maintenant à l'anatomie plus spécifique et la physiologie des vertèbres articulaires. Nous avons ici donc 2 modèles de vertèbres qui sont plus de type lombaire. Si on regarde le détail des mouvements au niveau des facettes, quand je fais un mouvement de flexion, les facettes s'éloignent. Quand je fais un mouvement d'extension, les facettes se rapprochent. Donc, il y aura souvent des blocages au niveau de ces facettes-là. Et puis, quand je fais les mouvements d'inclinaison, une facette se rapproche et l'autre s'éloigne. Quand je fais des mouvements de rotation, même chose, une facette s'éloigne et une facette se rapproche. Donc, les pathologies principales, ça va être des blocages en compaction des facettes ou en distraction des facettes. Nous allons voir l'anatomie musculaire de la zone cervicale. Nous allons diviser de façon arbitraire les muscles en muscles postérieurs, muscles latéraux et muscles antérieurs. Au niveau des muscles postérieurs, on peut dire qu'il y a 5 couches de profondeur musculaire. Donc, nous allons voir les muscles les plus profonds, qui sont les multifides. Donc, les multifides, leur caractéristique, c'est de partir de la transverse d'une vertèbre et de s'accrocher 2, 3 et 4 vertèbres supérieures au niveau de l'apophyse. Eux et les muscles rotateurs courts et longs, c'est les plus profonds. Par-dessus, nous allons avoir d'autres séries de muscles, les demi-épineux. Et puis, en 3e couche de profondeur, nous allons retrouver un muscle très important, qui est un muscle qui s'attache vraiment au niveau des vertèbres cervicales. Donc, c'est le splenius de la tête et du cou. Donc, ici, nous avons le splenius de la tête, celui du cou étant un peu plus latéral. 3e couche très profonde, dont il va souvent avoir des points douloureux dans cette zone ici. Il part des vertèbres au niveau des apophyses
épineuse et s'attache sur la mastoïde de l'os temporal. Donc, c'est un muscle très souvent qui va créer des raideurs au niveau du cou. Nous allons voir les muscles occipitaux. Donc, il y a 4 muscles de chaque côté. Donc, ils vont partir de la transverse de C2 aller à la transverse de C1 et d'autres qui vont aller des épineuses à l'occiput. Donc, ces muscles-ci sont les plus importants du corps parce qu'ils vont avoir beaucoup d'influence sur la position de la tête et les compressions des différents nerfs qui vont sortir du crâne et aller à la tête. Donc, très important de faire la suspension de la vertèbre C1 dans notre travail sur la tête. Puis, si on va dans les muscles un peu plus superficiels, nous allons trouver le muscle angulaire de l'omoplate. Donc, il va avoir son insertion sur l'angle supérieur de l'omoplate et s'attacher sur les vertèbres au niveau des transverses. Donc, il va toucher les premières vertèbres cervicales et, en contractant, il va augmenter la hauteur de l'omoplate. Donc, le modèle ne peut pas glisser, mais sinon, l'omoplate monte vers le cou. Un autre muscle très important dans les pathologies, au niveau des fibromes, ici. Donc, il va y avoir souvent des fibroses et au niveau des raideurs, au niveau du ventre musculaire. Et par-dessus lui, va s'insérer le muscle trapèze supérieur. Donc, il va avoir son origine au niveau du ligament nucal et de la ligne occipitale. Donc, le ligament nucal ici et la ligne occipitale. Et tout le monde s'insère sur l'acromion et la clavicule. Donc, lui aussi va lever l'épaule, lever l'omoplate vers la tête. Donc, ce sont des 2 muscles superficiels et en dessous, nous avons 3 autres couches de profondeur. Passons maintenant aux muscles latéraux. Nous allons avoir donc un très gros muscle qui est le sternocléidomastoïdien. Donc, comme le dit son nom, il va avoir une partie qui va s'attacher sur le sternum, une partie sur la clavicule, et les 2 chefs se rencontrent pour s'unir à la mastoïde. Donc, c'est un muscle qui est très important dans la flexion. Donc, quand les 2 muscles contractent, il y a une flexion de la tête. Et quand le muscle contracte de façon unilatérale, nous allons avoir de l'inclinaison de la tête du côté du muscle et de la rotation de l'autre côté. Donc, c'est un muscle très important dans les torticolis. Il peut avoir des points trigger, des points douloureux sur 7 endroits dans ce muscle. Toujours à vérifier pendant le traitement du cou. Puis, en dessous de ce muscle-là, nous allons retrouver les muscles scalènes. Donc, vous allez avoir un scalène, je l'ai fait de chaque côté ici pour bien voir, le scalène qui est plus profond. Donc, ce muscle scalène ici va s'attacher sur les transverses de nos vertèbres supérieures et, dans le cas du muscle profond, sur la deuxième côte. Tandis que le scalène plus moyen et antérieur vont s'attacher sur la première côte. Donc, ces 2 muscles-là, scalène antérieur et médian, vont être très importants dans les blocages au niveau des artères et des nerfs du plexus brachial. Donc, toujours à vérifier. Ce sont des muscles qui vont faire de l'inclinaison ou faire inspirer les premières côtes. Et nous allons passer à un groupe musculaire antérieur. Donc, nous allons parler du muscle long du cou. Donc, c'est un muscle qui est très profond. Donc, c'est le principal muscle qui va fléchir les vertèbres. Donc, c'est un muscle qui part de toutes les vertèbres supérieures au niveau des transverses et va s'attacher jusqu'au dorsal supérieur. Donc, c'est un muscle qui est très souvent problématique, mais très difficile d'accès. Nous devons passer par en avant sur les transverses pour l'atteindre. L'anatomie faciale est très simple. Nous allons avoir l'aponévrose crânienne qui s'étend dans le fascia superficiel dans tout le corps, donc ça va s'étendre jusqu'aux poignets et aux chevilles. Puis nous avons des aponévroses ou des fascias profonds, donc ils vont partir des muscles temporaux et descendre en avant, donc ça va être fascia profond prévertébral. Tout ça, ça va descendre jusqu'en arrière au niveau du sacrum. Nous avons en avant ici le fascia moyen qui va intégrer certains muscles hyoïdiens. Et puis, aussi en avant, nous avons un fascia plus superficiel qui, lui, va descendre pour s'intégrer dans le fascia endothoracique antérieur et postérieur avec la fascia moyen. Donc, tous ces fascias-là vont faire en sorte que ça fait l'unité du corps. Et au niveau du cou, ils se réunissent vraiment autour de la base crânienne. Donc, les tests, ça va être des tests de glissement pour évaluer ces fascias.
Pour évaluer les pathologies, nous allons procéder en premier par des tests de mobilité active. Ce qui veut dire que la personne va faire les 6 mouvements du cou de façon active, c'est elle qui les fait. Nous allons évaluer s'il y a des asymétries dans les mouvements. Flexion, extension versus rotation droite et gauche versus inclinaison droite et gauche. De façon active, c'est elle qui les fait. Et puis, nous allons passer à la partie passive. Je vais reproduire ces mouvements-là passifs. Donc, elle n'implique pas ses muscles. S'il y a une amélioration, ça veut dire que ce sont les muscles qui sont la limitation. S'il n'y a pas d'amélioration, à savoir que l'inclinaison gauche, exemple, est aussi limitée en actif qu'en passif, ce sont les articulations qui sont problématiques. Donc, ça nous permet tout de suite de différencier. Donc, Nathalie va faire les mouvements de flexion-extension. Penchez la tête en avant. Flexion, extension. C'est beau. Maintenant, rotation droite et gauche. Et inclinaison droite et gauche. Pour l'inclinaison, vous guidez votre personne, vous gardez le nez dans les airs, l'oreille se ramène vers l'épaule. Tu y vas le plus que tu peux et tu fais la même chose de l'autre bord. L'observateur doit noter s'il y a des asymétries. Toujours le nez dans les airs, tourne, 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 tourne. OK. Donc, ce qu'on peut noter, c'est quand elle fait sa rotation gauche, il y a une petite limitation par rapport à la droite. Donc, première chose à noter. Puis, son inclinaison, quand elle le faisait à gauche, elle avait tendance à tourner, ce qui veut dire aussi qu'il y a des problèmes au niveau des vertèbres. Ça, c'est la partie active, c'est elle qui le fait. Maintenant, je vais faire la partie passive. Donc, je vais prendre sa tête et je vais faire les mouvements et noter s'il y a amélioration. Si oui, je sais que c'est des muscles qui sont impliqués, donc les techniques musculaires seront plus importantes. Pour poursuivre l'évaluation des pathologies articulaires et musculaires, nous allons donc faire un mouvement en passif, c'est-à-dire que nous allons faire le travail des muscles. Donc, la prise est importante. Nous allons mettre nos mains autour de l'oreille. Index et pouce vont être à peu près à 1 à 2 cm de l'oreille. Et la main de l'autre côté fait la même chose. Donc, nous soutenons très bien la tête. Nous rapprochons sur notre corps nos coudes. Nous allons pouvoir faire les mouvements de rotation, droite et gauche. Donc, quand on fait le mouvement de rotation à droite, ça bloque, tout comme lors de son test actif. Ce qui veut dire que le problème est articulaire. Si ça allait plus loin, ce serait musculaire. Si je fais le mouvement avec mon corps pour créer de l'inclinaison chez elle, on va plus loin en inclinaison gauche, qui tout à l'heure était limitée. Ce qui veut dire que ce sont les muscles qui sont responsables, vu que les muscles ne participent pas dans le passif. Si je fais flexion, je pousse avec mes pouces sur les pommettes pour la flexion et je pousse avec mes mains sur les pariétaux pour l'extension. Donc, l'extension est très bonne et la flexion, un petit peu en fin de course, il y a une petite limite, les vertèbres inférieures. Donc, quand on tourne, ça commence toujours par les vertèbres supérieures qui bougent sur les vertèbres inférieures. Ça, c'est la physiologie. S'il y a un problème de blocage, puis qu'on le sent au début, c'est les vertèbres supérieures. Si c'est dans le milieu, c'est inférieur à la fin. Donc, on a comme ça 3 niveaux. Pour faire l'évaluation musculaire et découvrir ainsi les pathologies musculaires, qui sont foncièrement des densités plus grandes au niveau musculaire, du volume plus grand et évidemment de la douleur à la palpation, nous devons bien palper les muscles de façon dissociée. Si on commence par le trapèze supérieur, donc le muscle ici, nous palpons avec notre pouce en pressant sur cette partie-ci et sur la partie plus distale, donc à la jonction acromion-clavicule. Nous pouvons donc sentir s'il y a une résistance. Donc, à ce moment-là, nous pouvons presser un peu plus fort, puis la personne nous dira de quel côté il y a douleur. Donc, s'il y a volume, densité et douleur du même côté, on est en business, on peut faire le travail. Donc, ça, c'est pour le trapèze, 2 points à contacter. Si nous allons à l'angulaire de l'omoplate, nous devons presser beaucoup plus profond. Donc, on va lever en partie la peau du trapèze et pousser sur l'angle. Donc, nous allons sentir l'angle de l'omoplate. Donc, nous faisons une pression avec les pouces et nous évaluons gauche-droite. Donc, son côté gauche est plus fibreux, plus inflammé et donc douloureux. Donc, c'est lui que j'aurai à traiter. Et au niveau aussi, ici, nous allons trouver des points de l'angulaire de l'omoplate. Donc, environ vers C4. Puis maintenant, si nous voulons palper les muscles un peu plus profonds, nous devons mettre nos doigts comme ceci pour aller palper en profondeur.
Donc, nous allons pouvoir palper bilatéral idéalement, toujours, pour pouvoir comparer droite-gauche. S'il y a une asymétrie d'un côté, c'est le côté le plus rigide, le plus dense qui est le problème. Donc, chez Nathalie, la partie inférieure est relativement souple. Si je vais un peu plus profond à droite, il y a un petit peu de douleur. Et quand je suis rendu vers C3, là, il y a de la douleur des deux côtés. Donc, je peux évaluer ça en ayant une sensation de résistance ou élasticité musculaire. Donc, je vais me rendre sur les muscles sous-occipitaux qui sont à la base du crâne. Donc, ces muscles-ci, je dois palper très près du crâne, entre C2, C1 et l'occiput, pour bien les apprécier. Donc, c'est un quadrilatère environ gros comme ça, qui est situé à la base du crâne. Donc, je les palpe en poussant mes doigts vers les yeux. Cette façon-là d'évaluer les muscles va nous donner une pathologie s'il y a une densité ou une douleur d'un côté ou de l'autre à un endroit précis. Et maintenant, si on passe aux muscles latéraux, donc si tu lèves un peu ta tête dans les airs, nous voyons très bien le sterno qui fait saillir. Donc, la façon d'évaluer le sterno, il y en a deux. Il y a une façon où on va le pincer tout simplement pour évaluer le volume, ou nous pouvons aussi faire comme si c'était une corde. Donc, on fait attention pour ne pas presser sur la gorge, puis on fait un mouvement d'étirement comme ça pour évaluer sa densité. Donc, en faisant l'étirement, les deux sont relativement souples, sauf le droit est un peu plus comme une corde. Donc, il est un petit peu plus résistant. Si je fais la pincée, okay, je peux évaluer aussi que la droite, à l'endroit où c'est un peu plus fibreux, c'est probablement douloureux. Est-ce que c'est sensible ici? Mm-hmm. C'est ça. Donc, il y a une douleur aussi à l'endroit plus fibreux, plus résistant au niveau de la densité. Ça, c'est pour le sterno. Si on veut aller les scalènes, palper les scalènes, on va les palper à deux endroits. On va les palper en latéral comme ça ici, donc juste en arrière du sterno. Directement en latéral, nos doigts sont comme ça pour toucher les transverses. Donc, on va évaluer toujours la même chose, droite-gauche, puis c'est la droite encore là qui a des douleurs. Donc, je ressens de la densité. L'autre endroit où on palpe les muscles scalènes, ça va être où ils s'attachent sur les côtes, juste en avant ici. Donc, même histoire, quand je palpe, je sens une rigidité du côté droit. Donc, il y a encore là, travail du côté droit plus que du côté gauche. Puis, dernier groupe musculaire, les muscles antérieurs, donc le long du cou. Donc, lui, on doit rentrer en dessous du sterno. Donc, nos pulpes de doigts vont être face postérieure. On lève, on accroche tranquillement le sterno avec nos ongles par en haut et puis on redescend vers le postérieur pour évaluer ce muscle-là. Même histoire, le côté droit, c'est un peu normal chez les droitiers, est un peu plus dense, un peu plus douloureux. Donc, c'est un muscle qu'on va pouvoir palper sur environ 3-4 vertèbres. Donc, ça, c'est pour l'évaluation musculaire du groupe postérieur, latéral et antérieur. Maintenant, si nous passons à l'évaluation des problèmes, des pathologies faciales, ce que l'on doit faire, c'est des glissements. Donc, pour évaluer les fascias, on va glisser nos doigts. Donc, je vais rentrer mes mains creuses jusqu'environ D2, D3, puis je vais tracter comme ça ici. Puis, s'il y a une main qui glisse bien, comme là, ma main droite, elle glisse bien, puis ma main gauche est retenue. Donc, ça veut dire qu'il y a des adhérences au niveau des fascias. Donc, si on peut faire un glissement et on remonte un peu plus haut, on va prendre différents segments des fascias. Donc, la droite, dans ce cas-ci, quand j'arrive aux vertèbres médianes, est plus tendue à droite. Ici, je prends les muscles sous-occipitaux. Donc, je vais mettre mes mains un peu plus comme ça, puis faire une traction à 45 degrés. Donc, j'évaluerai plus les muscles sous-occipitaux. Donc, les muscles sous-occipitaux à gauche sont plus résistants. Donc, il y a moins de mouvement. Donc, les fascias, c'est des surfaces de glissement. Si ça ne glisse pas, c'est parce que c'est restreint. Au niveau des sternos, même histoire, on peut mettre nos mains avec deux doigts index majeur et tracter comme ça et tracter vers le bas et voir où c'est restreint. Où c'est restreint, c'est toujours un problème. Maintenant, pour tout ce qui est de la musculature un peu plus globale, on peut faire un mouvement où on va déprimer les épaules et tracter en latéral. On peut alterner droit-gauche. Donc, quand je tracte comme ça, à gauche, ça va bien, puis quand je tracte à droite, c'est résistant. Donc, tous les fascias en groupe du côté droit sont plus résistants. Donc, ça, c'est nos pathologies faciales. Vous
Nous allons maintenant voir le trapèze supérieur. Nous allons au préalable avoir identifié des points douloureux. Une fois que l'on a pressé sur un point trigger ou un point douloureux pour obtenir une douleur que la personne nous dit, nous allons faire le raccourcissement du muscle tout simplement en élevant, en faisant une abduction du bras jusqu'à ce que la douleur diminue. Donc la personne nous dit que ça fait moins mal. Et inspire bien, Nathalie. À l'expire, nous faisons notre pompage liquidien. 2-3 fois. Une autre fois, inspire bien. Donc, le pompage est à l'expire, on relâche et on reprend la pression. Après avoir senti que le point diminue de densité sous nos doigts, on ramène tout simplement le bras. Donc, nous pouvons faire la même chose pour le point distal du trapèze. Si nous voulons faire le point de l'angulaire, nous allons aller contacter le point sensible de l'angulaire, souvent à l'angle de l'omoplate, et nous allons faire le même mouvement. Donc, en menant le bras vers l'extérieur, en faisant une abduction du bras, nous faisons pivoter l'omoplate de façon à raccourcir le muscle. Donc, nous avons au préalable créé une douleur ici en pressant. La personne nous dit que ça fait mal. On ramène doucement jusqu'à ce que la personne nous dise que c'est mieux. Soulagement de moitié. Inspire bien. On fait le pompage pour l'angulaire de l'omoplate. Donc, on attend environ 15 à 45 secondes jusqu'à ce qu'on sente que ça diminue. Le soulagement par raccourcissement au niveau des muscles postérieurs va être très simple. Nous allons pouvoir faire tout simplement reproduire, comme dans le raccourcissement en général, reproduire le mouvement du cou. Dans ce cas-ci, les muscles bilatéraux font une extension, mais quand on va les travailler unilatéral, on va faire extension et inclinaison. Donc, ça va nous permettre de raccourcir et soulager le muscle. Donc, les muscles postérieurs, nous avons au préalable identifié des zones sensibles. Disons qu'il y a au niveau de C5, du côté gauche, un point douloureux. Nous allons donc faire une pression. Donc, ici, je vais créer une pression. Tu me diras quand c'est sensible. C'est bon. Ici. Et puis, je raccourcis avec ma main droite, dans ce cas-ci, en poussant en extension et en inclinaison en même temps. Quand ça fait moins mal, tu me le dis. Donc, quand la personne nous a dit que c'est soulagé au moins de la moitié, on peut faire notre pompage. Inspire bien. Donc, à l'expiration, on relâche et on reprend la pression. Donc, ce n'est pas pousser, mais c'est enlever la pression. Inspire bien toujours. À l'expire. Au début de l'expire, on fait notre pompage. Dernière fois. Donc, peu importe le niveau, on va faire ce genre de travail. Évidemment, on va aller faire une attention particulière aux muscles sous-occipitaux. Donc, ces muscles-ci sont très souvent impliqués dans les problèmes de maux de tête, vision, etc. et pouvoir créer évidemment beaucoup de perturbations de la mécanique du mouvement vertébral. Donc, nous allons avoir ici un point qui est un petit peu plus près du crâne. Donc, tu me dis ici quand on a une douleur. Oui. OK. Et nous allons faire le même mouvement, un petit peu d'extension et un petit peu d'inclinaison du même côté que le point. En général, on en fait moins. Quand ça fait moins mal, tu me le dis. C'est bon. Vu que c'est des muscles très petits, on n'a pas à aller très loin dans le mouvement pour soulager. Inspire bien. Et pompage à l'expire. Donc, le pompage liquidien va accélérer la détente des fibres musculaires contactées. C'est bon. Si on veut passer maintenant au muscle splénius du cou, on va descendre un peu plus bas. Donc, notre palpation peut être soit avec le pouce, soit avec les doigts. Donc, ici, nous allons faire un mouvement qui va être un petit peu plus en latéral pour le splénius du cou, toujours du même côté que le point. Donc, ici, tu me diras s'il y a un point sensible. Juste oui. Ici. Inspire bien. Et nous allons faire le mouvement extension, inclinaison latérale jusqu'à ce que ça soulage. Tu me dis quand ça soulage. C'est beau. Et à l'expire, nous allons faire notre pompage. Splénius du cou. Un point souvent qui va être douloureux et qui perturbe toute la mécanique en donnant des raideurs au niveau du cou. Donc, torticolis. Voilà pour le splénius du cou. Si nous passons maintenant aux deux muscles latéraux, à savoir le sterno,
Le problème avec le muscle sternocleidomastoïdien, c'est qu'on ne peut pas vraiment le comprimer directement parce qu'on va étouffer la personne. On s'entend qu'il faut y aller donc en latéral. Donc ici, il y a une petite difficulté, c'est de tenir le muscle pour pas qu'il glisse et d'appliquer une pression. Donc, on fait ça avec index et quatrième doigt et on applique la pression avec le majeur. Donc, on va donc faire un mouvement qui, la résultante va être le raccourcissement du muscle. Donc, raccourcissement passif. Pour ce faire, nous devons incliner du même côté et tourner du côté opposé de façon à rapprocher origine-insertion. C'est beau. Donc, on va recommencer en mettant tous les morceaux ensemble. Ici, il n'y a pas vraiment de point, mais on va faire comme s'il y avait un point. Donc, une pression sur le point douloureux. La personne nous dit que ça fait mal et tranquillement, avec notre corps, on bouge la tête pour incliner et tourner. En général, ici, il va y avoir un soulagement. Donc, inspire bien. Pompage, elle expire. Évidemment, ces techniques-là pourraient être suivies du micromassage et de l'étirement spécifique. Si nous faisons les muscles scalènes, nous allons palper de côté comme ça ici. Donc, ces muscles-là vont être des inspirateurs ou des muscles qui vont incliner du même côté. Donc, si on trouve un point, en l'occurrence, il y en aurait à droite, mais pour les besoins de la caméra, on va faire à gauche. Donc, je vais créer une douleur un petit peu plus forte pour avoir une petite douleur ici. C'est un peu sensible? Oui. Ici. Donc, quand ça fait moins mal, tu me le dis. C'est de l'inclinaison pure que l'on fait. C'est beau. Donc, on tasse tout notre corps. Vous remarquerez que je fais la plupart des mouvements en impliquant tout mon corps et non pas juste mes mains. Inspire bien. Quand on est présent à ce que l'on sent, on va pouvoir sentir les fibres fondre sous nos doigts. Donc, ça nous donne une idée du niveau de détente, décontraction qui se passe. Inspire encore. Expiration. Pompage. C'est ça. Quand on sent que ça a bien détendu, on termine la technique. Dernier groupe musculaire, nous allons faire les muscles antérieurs du cou. Donc, ces muscles-là, pour soulager, vu que c'est des muscles qui font la flexion, il va falloir que l'on lève la tête. Donc, on va lever la tête à peine comme ça ici. En général, il va y avoir suffisamment de détente. Donc, on va faire un petit peu flexion des vertèbres supérieures, puis on va lever comme ça ici. Si jamais c'est trop pesant, on peut toujours se lever comme ça pour faire le mouvement avec notre corps, dépendamment des têtes. Donc, on reprend notre contact et à la partie antérieure des vertèbres transverses. Donc, ici, c'est un petit peu sensible. Oui. C'est beau. Donc, je vais faire un mouvement. Quand ça fait moins mal, tu me le dis. Flexion et on lève tranquillement. C'est beau. On garde ça comme ça. Inspire bien. On fait le petit pompage à l'expire. On va délicatement parce que c'est des muscles très sensibles. Inspire bien. Pompage à l'expire. S'assurer que la personne abandonne bien sa tête. Sinon, elle contracte les muscles en question. Dernière fois. Pompage à l'expire, en dessous ici. C'est bon. Nous allons voir les manœuvres sur le squelette, ce qui va amener une autre dimension à notre compréhension des mouvements. Raccourcissement passif, donc le soulagement en mouvement. Technique musculaire, donc nous allons ici faire le soulagement du trapèze supérieur, donc point ici ou point là, et on bouge tranquillement l'humérus, ce qui va, sur un modèle vivant, déplacer l'omoplate. Donc ça, ce serait pour le positionnement. Si on fait l'angulaire de l'omoplate, on vient ici, faire notre pression sur le point sensible, et puis on va pouvoir, même chose, en déplaçant l'humérus, raccourcir la distance ici. On fait la même technique. Soulagement par raccourcissement au niveau du muscle splenius. Nos doigts sont ici, à l'endroit où il y a tension. On va prendre la tête et on va faire une inclinaison avec un peu de flexion. Inclinaison du même côté que le point. Si on fait les muscles sous-occipitaux, il va y avoir un mouvement d'extension, inclinaison de la tête du côté des sous-occipitaux. Puis c'est la même chose pour tous les muscles postérieurs. La technique musculaire de micromassage va être appliquée pour commencer au niveau du trapèze supérieur. Pour faire ça, nous allons juste lever les épaules de la personne de façon à raccourcir passivement la musculature, ce qui est une des premières étapes du micromassage. Et dans ce cas-ci, on peut travailler le trapèze couché sur le côté, sur le dos ou sur le ventre. Pour les besoins du vidéo, nous allons montrer la technique
coucher sur le dos. Donc, nous allons prendre avec une main, pompe vers le ciel, la main intérieure, la partie proximale du muscle trapèze supérieur, et pompe vers le sol, la main distale, l'autre partie. Nous allons comprimer le tout vers l'omoplate, vers les côtes, et nous allons faire les mouvements de micromassage, à savoir les torsions, les compactions, compressions, les cisaillements. Et de temps en temps, nous allons relâcher pour appliquer le pompage liquidien à l'intérieur de la technique de micromassage. Donc, trapèze supérieur, jusqu'à ce qu'on sente que ça se relâche. S'il y a une partie des fibres qui se relâchent et qu'il y en a d'autres tendues, on peut changer, migrer nos pouces. Donc, j'ai une prise à 4 doigts ici. Il y a pouce index et pouce index. Puis le tout converge vers le centre du trapèze. Donc, on peut faire toute la bande qui nous semble tendue ou seulement un segment des fibres tendues. Maintenant, pour appliquer le micromassage au niveau de l'angulaire, on va prendre une prise à 2 doigts et avec notre autre main, nous allons pouvoir mobiliser l'angle de l'omoplate en le levant, le baissant, le tournant extérieur-intérieur. Donc, nous allons avoir nos deux mains qui vont venir par-dessous, ici le trapèze au niveau claviculaire et par-dessus, par en dessous. Donc, on va court-circuiter pour ne pas comprimer le trapèze sur notre angle et nous allons aller rejoindre la pointe de l'omoplate que je sens très bien avec mon pouce et mes doigts et nous allons avoir deux mains qui travaillent ensemble pour faire le micromassage. Donc, on comprime les fibres inférieures du trapèze, de l'angulaire et nous bougeons nos deux mains de façon complémentaire. Et de temps en temps, on relâche pour faire le pompage liquidien. Donc, vu que c'est un endroit assez sensible, toujours s'arranger pour ne pas avoir de douleur qui fait contracter la personne. Donc, on fait ça 30 secondes, 40 secondes, tant qu'on ne sent pas un relâchement suffisant. Ça, c'est pour micromassage du trapèze et de l'angulaire. Si on veut faire maintenant le micromassage de tous les muscles postérieurs, incluant les sous-occipitaux, nous allons avoir les doigts, donc index majeur, qui vont travailler avec le pouce en cuillère. Donc, nous allons faire une première pression sur la partie un petit peu plus inférieure du point que l'on veut travailler. Nous allons mettre la tête en extension pour raccourcir le muscle et nous allons faire le mouvement de micromassage où on comprime les fibres spécifiques des muscles travaillés. En bougeant la tête, nos deux mains travaillent ensemble. De temps en temps, on relâche pour le pompage. On relâche pour le pompage. Donc, on peut faire aussi bien près de C7 que vers le milieu C3. Donc, c'est une technique qui est quand même lente. On ne doit pas aller trop vite pour permettre aux muscles de bien suivre notre technique. Ce que l'on lui propose ne doit pas être trop vite. Et si on fait les muscles sous-occipitaux, c'est la même chose. On va prendre assez large ici. On aura au préalable, évidemment, identifié un point précis qu'on veut travailler. On va de part et d'autre avec toujours les mêmes doigts, pouce index, majeur, qui se comprime avec la masse musculaire entre nos doigts. Donc, on voit ici que la tête bouge un petit peu moins. C'est des muscles qui sont beaucoup plus petits. Et de temps en temps, on relâche la pression de nos doigts pour faire le pompage liquidien. Donc, on comprime beaucoup en spatule, en cuillère, vers le crâne. Donc, on vise direction vers les yeux pour comprimer ces muscles-là. Plus ou moins près du centre ou latéral, dépendamment de quel muscle. Donc, micromassage des sous-occipitaux. Maintenant, on va aller faire les muscles latéraux. Donc, on a on a le sterno et le scalène. Pour ce faire, nous devons être en position debout, de façon à avoir accès aux muscles. Nous allons pouvoir donc mettre déjà le muscle sterno en raccourcissement. Donc, on rapproche de façon à ne pas bouger la tête. On peut bloquer tout simplement en accotant notre cuisse sur la table, de façon à ce que quand on fera une pression, que la tête ne bouge pas. On vient ici sur le sterno, part et d'autre, on a une prise à 4 doigts. On rapproche sans pousser vers
l'interne, vers la gorge. Donc, on reste en longitudinal du muscle et on fait notre micromassage sur la zone ciblée. Et on relâche de temps en temps la pression pour faire le pompage liquidien. Si on sent que les fibres sont relâchées où on est, on peut descendre un peu plus bas, puis prendre d'autres fibres. Toujours la même histoire. Petit pompage, on va lentement pour que les fibres prennent le temps de se détendre. Ça, c'est pour le sternocleido. Si on veut faire le scalène, qui se trouve en dessous, on doit donc tasser avec nos pouces le sterno, aller avec nos 2 autres doigts de chaque main, ramasser les fibres musculaires du scalène et les comprimer vers la colonne. À ce moment-ci, on peut pousser parce que la structure vertébrale des transverses et de l'apophyse épineuse est suffisamment forte pour supporter sans douleur. On fait attention évidemment de ne pas créer de pression douloureuse. Donc, micromassage. On fait les petits mouvements de cisaillement, translation, compression, relâchement. On bouge de tout à droite et à gauche, en haut et en bas. Donc, les mouvements que l'on peut suivre de façon mécanique ou si on sent les fascias qui bougent, on accompagne les tissus. Donc, micromassage du scalène antérieur et médian. Maintenant, pour le travail du micromassage au niveau des muscles antérieurs du cou, donc on va reprendre la prise qu'on avait tout à l'heure. On fait une pression ici, on lève tranquillement, laisse bien tomber ta tête. On peut accoter la tête sur notre cuisse. Et puis, à ce moment-là, on laisse le relâche bien ton cou, on laisse bouger le cou de la personne en le mobilisant sur nos doigts. Donc, nos doigts sont passifs, ils ne bougent pas. Donc, on ne fait pas de mouvement comme ça avec nos doigts, ça va faire très mal. Donc, on s'arrange pour que le menton de la personne soit bien relâché, puis qu'il tombe, ça raccourcit, et on bouge. Donc, c'est une façon de bouger la périphérie sur nos doigts pour éviter une douleur. Et on redépose. Pour les techniques de micromassage, nous allons passer au modèle squelette, ce qui va permettre de voir peut-être d'autres aspects. Donc, pour la partie micromassage du trapèze supérieur, nous allons élever l'omoplate, c'est un sujet qui bouge. Puis ici, il va y avoir la partie fibre musculaire. Donc, nous allons avoir une main qui est en position comme ça et l'autre comme ça pour aller saisir la masse musculaire et faire notre travail de micromassage du trapèze supérieur. Maintenant, pour le micromassage de l'angulaire de l'omoplate, nous allons saisir la personne au niveau de son coude. Nous allons lever un peu l'omoplate et nous allons venir travailler à l'angle ici où s'insère le muscle angulaire de l'omoplate. Donc, il va y avoir un mouvement de notre bras qui va mobiliser son bras et de notre main qui vont travailler en complément un de l'autre. Maintenant, pour le micromassage au niveau des muscles sous-occipitaux et postérieurs, nous allons avoir une prise en cuillère qui va venir saisir entre l'épineuse et les transverses la masse musculaire. Nous allons faire une extension et une inclinaison du même côté, puis nous allons travailler les 2 mains ensemble. Muscle postérieur, muscle ici au niveau des muscles sous-occipitaux. Nous allons pouvoir faire la même chose, des micro-mouvements comme ça ici, avec nos doigts et notre main au crâne qui travaillent ensemble pour suivre les tensions. Au niveau du muscle sterno, nous allons donc incliner la tête et la tourner. En la bloquant, nous allons pouvoir venir saisir la masse musculaire qui se situe dans ces coins-ci, entre mes 2 doigts, et faire notre travail de soulagement des tensions en micromassage. Le micromassage des scalènes, donc nous allons amener la tête en inclinaison et nous allons pouvoir ici prendre à 2 mains les scalènes en dessous du sterno, près des masses latérales et travailler en micromassage très limité en espace, mais très efficace en termes de relâchement. Au niveau du muscle antérieur du cou, le long du cou, nous allons donc mettre nos mains sur l'aspect antérieur des vertèbres. Nous allons amener la tête en flexion, soulever un peu, puis à ce moment-là, pouvoir travailler comme ça ici
en travaillant au niveau des sensations de densité du muscle ici. Donc, c'est beaucoup plus la tête qui bouge et les doigts qui sont plus statiques pour éviter de faire des pressions douloureuses. Micromassage du long du cou. Nous allons voir le muscle trapèze. Donc, pour faire le trapèze comme l'angulaire, nous allons bloquer la partie origine et insertion. Donc, on va mettre notre main ici au niveau des cervicales, occiput cervical. Les doigts sont en contact. Donc, on bloque cette partie de l'élastique et on va déprimer l'omoplate pour mettre en tension le trapèze supérieur. Donc, tout ceci se fait avec mon corps qui fait une torsion. Donc, on maintient, inspire bien. Avec l'inspiration et l'expiration, qui est la partie dynamique de l'étirement spécifique, la personne va relâcher le muscle graduellement. Donc, on maintient et puis quand il y a du jeu, on va le chercher, soit en baissant idéalement l'épaule ou en tournant un petit peu la tête. Et puis, en cours de route, on peut appliquer notre pompage liquidien. Inspire bien. À l'expire, on relâche nos deux bouts d'élastique pour faire un pompage des liquides qui sont contenus dans le ventre musculaire. Une autre fois, inspire bien. À l'expire, on relâche et on reprend notre mise en tension, ce qui donne un petit peu de décongestion liquidienne. On maintient minimum 30 secondes. Ça peut varier un peu moins si la personne est très relaxe. Et puis, on relâche. Donc, c'est statique, maintenu avec dynamique, pompage et dynamique, respiration. Maintenant, pour faire l'angulaire de l'omoplate qui se situe ici, pour être spécifique, on doit aller accrocher avec cette partie-là de la main notre angulaire. Donc, on va faire un flip pour arriver à l'angle de l'omoplate. Donc, à ce moment-là, quand on va déprimer la main vers les pieds de la personne, on va étirer spécifiquement l'angulaire. Nos mains qui sont ici toujours viennent sentir l'élastique étendu en haut et on maintient tout ça. Donc, on fait une bonne dépression de l'omoplate, tourne un peu la tête et on sent entre mes deux mains une bonne tension. Inspire bien. Même histoire, à l'expire, en général, il y a un gain. S'il y a, on va garder la tension globale. Puis, on va faire au prochain coup notre pompage que l'on peut faire évidemment à chaque moment. Inspire bien. Mais pour les besoins de l'explication, je l'ai fait juste maintenant. Donc, je relâche comme ça ici. Donc, le relâchement se fait comme ça. Une dernière fois, inspire. Je relâche l'élastique de chaque côté et je reprends. Donc, ça donne un pompage liquidien. Étirement spécifique maintenant des muscles postérieurs. Donc, pour faire l'étirement des muscles postérieurs, on doit se mettre en position debout. On va venir faire une légère traction ici et en même temps une légère flexion et inclinaison du côté opposé. Donc, c'est un étirement spécifique. Si on veut rajouter, on peut toujours maintenir la tête de la personne et aller avec nos doigts plus spécifiquement localiser la partie qu'on veut étirer. Donc, mes doigts sont toujours ici, partie supérieure des muscles postérieurs, et on va les segmenter dépendamment de quelle zone on veut étirer. Et on maintient. Inspire bien. Avec un petit relâchement de notre élastique musculaire pour créer un pompage et augmenter l'effet de décontraction. Maintenant, pour faire la partie muscle scalène et muscle sterno, on va aller étirer le muscle sterno. Donc, à ce moment-là, on éloigne origine-insertion dans cette position-là. On vient bloquer la tête et on va mettre un étirement spécifique, comme ça ici. Donc, on vient vraiment maintenir. Inspire bien. Si on veut faire notre pompage, on peut tout simplement relâcher les deux mains qui vont se relâcher dans cette direction. Mais on maintient statique. Inspire bien. Un petit relâchement. Puis on reprend notre tension. Cette manœuvre peut aussi bien se faire en position assise. Donc, on peut à ce moment-là bloquer avec notre thorax et venir ici
part et d'autre, comme ça. Donc, une autre prise qui peut se faire assis. Si on veut faire l'étirement des scalènes, donc leur origine est ici, ou l'insertion est ici, et ils vont aller tirer sur les côtes. Donc, on doit avoir main à l'origine et main à l'insertion. Donc, ici, on va avoir une pression spécifique sur cet aspect-là de la main au niveau des côtes pour déprimer les côtes vers les pieds, en même temps que notre main supérieure au niveau des transverses des vertèbres supérieures va sentir l'élastique. Donc, on déprime les deux côtes, première et deuxième. En même temps, nos mains, ici, nos doigts vont sentir et on maintient avec un peu d'inclinaison opposée. Inspire bien. Et on peut faire notre petit pompage en relâchant. Inspire bien encore. Dernière fois. Donc, ce qu'il faut éviter ici, c'est de mettre toute la pression sur cette zone-là parce que c'est les côtes qu'on veut déprimer, non pas la clavicule ou l'acromion. Maintenant, dernier muscle, l'étirement ici au niveau des muscles antérieurs, le long du cou. Donc, la position d'étirement va être comme ça ici. Puis la position pour aller chercher, on va avoir une petite prise où on va descendre nos doigts vers les pieds. Donc, on va mettre en tension de façon positionnelle et de façon mécanique avec la pression vers les doigts. Inspire bien. C'est ça. Donc, faire attention pour ne pas faire de pression trop douloureuse parce que c'est des points très sensibles. Maintenant, faire l'étirement spécifique passif au niveau du squelette, de façon à voir un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Donc, si on va aller chercher l'angulaire de l'omoplate, on tourne notre main pour aller saisir la pointe de l'omoplate, on déprime la scapula et on tracte un petit peu les vertèbres de façon à mettre une tension au niveau de l'étirement de l'angulaire de l'omoplate. Si on va aller chercher ici, maintenant, si on va aller chercher notre sternocléidomastoïdien, on tourne la tête, on l'incline, on la bloque et on va aller chercher une mise en tension longitudinale en pinçant en haut et en bas du sterno pour faire un étirement et maintenir ça pour le soulagement en étirement spécifique. Pour l'étirement spécifique des muscles longs du cou, on vient mettre la tête en extension. On vient créer une certaine tension vers le bas pour mettre en tension la portion visée du long du cou. Pour faire l'étirement spécifique des muscles postérieurs, surtout en commençant par les muscles sous-occipitaux, on va créer juste une flexion avec une légère traction de la tête et on peut venir avec l'autre main créer une distraction, donc tracter vers le bas inférieur l'autre portion des muscles en question. Pour les muscles sous-occipitaux, au niveau étirement spécifique, on va venir faire une flexion, lever un peu le cou et tracter avec nos doigts ici vers le supérieur, pendant que notre main tracte vers l'inférieur les muscles postérieurs du cou. Les techniques articulaires débutent par les mobilisations libres. Pour faire les mobilisations libres, comme la plupart des autres manœuvres articulaires, nous avons besoin d'une bonne prise. Donc, pour faire une bonne prise, nous allons faire comme pour l'évaluation, mettre nos doigts autour de l'oreille, avec le pouce qui vient près de la tempe, délicatement pour supporter en latéral. On embarque la main sur l'oreille de l'autre côté, même chose qu'ici. On solidarise notre prise sur notre corps, de façon à pouvoir tourner en utilisant principalement notre corps comme levier. Donc, si on veut faire les mobilisations libres, on va reproduire les mouvements naturels des cervicales. Ce qui veut dire qu'on va faire des mouvements de flexion, extension, rotation droite et gauche, inclinaison droite et gauche. Donc, j'ai fait rapidement les mouvements juste pour décrire la séquence. Si on veut faire le protocole pour vraiment supporter la vertèbre dans son mouvement, on va faire tranquillement en segmentant les vertèbres par supérieur, médian et inférieur.
on fait le mouvement en dissociant ces plans-là. Donc, quand je fais ça ici, flexion, extension, supérieure, flexion, extension, milieu, flexion, extension, inférieure. Okay? De façon à graduellement pouvoir évaluer s'il y a des restrictions, à quel étage ça se situe. Même chose, quand je fais des rotations, là c'est le segment supérieur qui tourne, segment médian et segment inférieur. Donc si j'ai des blocages en cours de route, je vais pouvoir identifier à quel niveau est-ce que ça se situe. Comme si je tourne la tête de Nathalie à gauche, le premier segment supérieur, donc C1, C2 et début C3, ça va bien. Quand j'arrive dans le milieu, c'est plus rigide. Quand j'arrive dans le bas, ça ne tourne pas très bien. Donc, il y a déjà un blocage au niveau segment médian en rotation gauche. Donc, ça va me permettre de pouvoir identifier où je dois travailler plus pour débloquer l'articulation qui peut être prise au niveau musculaire, articulaire ou facial. Donc, si je reviens au protocole, je vais faire un petit peu de flexion et d'extension, doucement pour ne pas aller trop loin. Puis, je vais augmenter un petit peu flexion-extension. Donc, ça réchauffe les muscles, ça étire graduellement les fascias, et puis au niveau ligaments et facettes articulaires, ça réchauffe tout le monde. Donc, les mobilisations libres, c'est vraiment quelque chose qui va préparer les mouvements, des manœuvres articulaires un petit peu plus intenses. Donc, quand je fais de l'inclinaison, je peux aussi voir que ça va un petit peu difficile ici, dans l'inclinaison au niveau des vertèbres supérieures, comparé à ici. Donc, il y a une petite restriction. Donc, ça aussi, j'enregistre ça pour pouvoir faire du travail un peu plus spécifique au niveau articulaire. Donc, si je recommence mes mobilisations libres, je vais aller juste un endroit à la fois pour réchauffer. Donc, un mouvement à la fois. Donc, je vais faire les 6 mouvements. Après ça, je vais combiner. Donc, je vais faire, par exemple, de la flexion et de l'inclinaison. Gauche et droite. Donc, ça complique un peu plus le travail au niveau des vertèbres, mais en même temps, c'est comme ça qu'on bouge dans la vraie vie. Donc, je peux faire un peu d'inclinaison gauche et de rotation droite. Ou inclinaison droite et rotation gauche. Ou rotation droite. Donc, je vais faire des combos de 2 mouvements. Je peux faire, exemple, extension, rotation droite, ou extension, relâche bien ta mâchoire, extension et rotation gauche, ou extension et inclinaison gauche, extension, inclinaison droite. Donc, ça me permet de voir les limites plus quand je fais 2 mouvements. Comme si je fais l'extension puis l'inclinaison droite, ça ne va pas très bien comparé à la gauche. Donc, je sais encore là que j'ai des blocages ici, ce qui me permettra de les travailler. Donc, le fait de continuer à faire des mouvements de mobilisation libre sans autre contrainte, ça permet de débloquer graduellement ces blocages-là. Donc, je fais un mouvement à la fois et je vais inclure un autre mouvement, genre flexion, rotation. Donc, on peut aussi combiner 3 mouvements en même temps. Donc, je vais faire extension, inclinaison gauche et rotation droite. Donc, ça permet de travailler, même chose, extension, inclinaison gauche et rotation gauche. Ça, c'est un petit peu plus difficile au niveau des ligaments et des articulations. Mais en même temps, quand je bouge dans la vraie vie, c'est ce que je fais 3 mouvements en même temps. Donc, flexion, inclinaison droite et rotation gauche. Puis vous voyez, c'est surtout mon corps qui fait le travail. Ce n'est pas mes poignets qui bougent. Mon corps doit suivre, ce qui assure un mouvement plus souple et en même temps, je n'ai pas de vitesse possible très grande avec mon corps. Donc, je n'irai pas brusquer l'articulation. Inclinaison droite, rotation gauche, extension. Un combo plus un autre. Flexion, inclinaison gauche, rotation droite. Donc, une fois qu'on a établi un petit peu cette séquence-là, qu'on s'est familiarisé avec ça, on peut faire des mouvements beaucoup plus libres. Donc, on va laisser aller les mouvements de façon à ne pas rester trop longtemps au même endroit. Donc, les mobilisations libres vont vraiment permettre d'identifier les blocages précis et de réchauffer l'articulation. Dans tous les plans. Laisse bien tomber. C'est ça.
En même temps, ça apprivoise la personne. Donc, ça serait la partie mobilisation libre qui va pouvoir passer plus facilement à la deuxième étape, qui sont les mobilisations avec aisance et rigidité. Les manœuvres de mobilisation articulaire en aisance et en rigidité sont faites à partir des mêmes prises. Là, la différence, c'est que nous allons aller dans les endroits où l'articulation est facilement mobilisable. C'est-à-dire, si on reprend nos rotations droite et gauche, donc ici, quand je tourne à droite, c'est un peu difficile. Quand je tourne à gauche, c'est facile. Donc, rotation gauche est facile. Si je fais inclinaison droite et inclinaison gauche est difficile, donc inclinaison droite est facile. Donc, ça, c'est mes deux position de facilité. Rotation gauche, inclinaison droite. Donc, je garde les cervicales, je garde le mouvement dans ces deux paramètres faciles. Donc, ça, c'est pas trop contraignant pour l'articulation. Ça permet à l'articulation d'aller là où elle est bien confortable et par rétroaction du système nerveux sur les muscles, les ligaments, etc., il va avoir un effet sur le côté difficile. Donc, on s'entend que dans les mobilisations, notre but est toujours d'harmoniser les mouvements. Donc, de rendre les mouvements plus simples. Donc, si je tourne ici, ça va un petit peu mieux. Si j'incline comme ça va un petit peu mieux aussi. Donc, on a déjà gagné en peu de temps des degrés d'amplitude vers la normalité. Donc, si je me concentre sur juste l'inclinaison et la rotation, donc si je fais la rotation du côté facile, et je vais aller faire flexion que je rajoute avec extension. Donc, je garde tout ça en aisance. Donc, j'ai trois mouvements aisés. La rotation gauche, l'inclinaison droite et je vais jouer avec flexion-extension, ce qui ramène un mouvement de plus. Donc, je garde tout ça aisé. Donc, je vais aller jouer dans tous les paramètres d'aisance. Jusqu'à ce que j'obtienne un gain substantiel dans la rotation, ce qui est le cas, ou dans l'inclinaison, ce qui est le cas aussi. Donc ça, c'est les mouvements de mobilisation pour l'aisance. Dans les mouvements pour aller vers la rigidité, là, c'est l'inverse. Où ça ne tournait pas bien, à savoir en rotation gauche, je vais mener un paramètre rigide, puis je vais amener les autres paramètres en aisance. Donc, si je la tourne du côté gauche qui était difficile, et je fais les tests, quand je le mets en flexion, c'est facile, puis quand je la mets en inclinaison droite, c'est facile. Donc, je maintiens la rotation droite qui est difficile, la rigidité, et les deux autres paramètres vont rester faciles, en aisance. Donc ça va permettre de travailler directement le blocage, mais sans être trop dans la douleur ou la résistance articulaire. Donc ça permet de travailler directement le blocage en rotation droite dans ce cas-ci. Donc si je refais un test, donc je tourne d'un bord avec mon corps et de l'autre, là j'ai vraiment un bon gain au niveau de la rotation, ce qui était mon but. Si je veux faire le même genre de travail, mais je veux aller au niveau plus de l'inclinaison, donc l'inclinaison droite est plus facile que l'inclinaison gauche. Donc à droite, on se rend à 40 degrés, tandis qu'à gauche, ça bloque à 25-30 degrés. Donc, je vais garder l'inclinaison gauche, qui est mon but, augmenter l'amplitude d'inclinaison gauche, et je vais aller voir les paramètres aisés. Quand je tourne à gauche, c'est très facile. Quand je fais extension, c'est très facile. Donc, je vais garder le côté rigide, l'inclinaison gauche, et je laisse tourner la tête dans les deux autres paramètres d'aisance. Donc, ça crée une dynamique. Donc, le travail se fait en dynamique ici. C'est ça. Donc, après avoir fait un 10-15 secondes de ça, on peut refaire un test. Donc, mon inclinaison droite qui était bonne. Inclinaison gauche, vous voyez, on va même très loin. Donc, là aussi, on vient de gagner en travaillant le blocage articulaire de façon à aller directement le défaire. Tandis que l'aisance, on va indirectement soulager les muscles qui sont étirés. La technique articulaire d'isométrie est basée sur la contraction du muscle sollicité sans qu'il y ait de mouvement. Donc, iso, c'est même mesure, métrie. Donc, il y a une contraction sans déplacement de l'articulation visée. Donc, première technique,
ça va être une articulation globale. Dans le fond, on va viser toutes les articulations vertébrales, autant cervicales qu'inférieures. Donc, on va avoir une main qui va venir en dessous de la courbure cervicale, l'autre qui va venir épouser la même main en dessous, de façon à ce qu'on ait une partie de notre talon de la main qui touche au mastoïde. Ça va nous permettre d'avoir une prise qui est structurelle. Donc, quand je tracte comme ça, je suis dans la structure de son squelette, au niveau des mastoïdes. Donc, je fais une traction vers moi, axiale, et je lève en flexion la tête de la personne et je demande une contraction très forte. Donc, tu vas pousser, Nathalie, ta tête vers le sol. Tu pousses en arrière. Donc, ça, c'est une contraction isométrique des muscles extenseurs de la colonne. Relâche bien. Après 5 secondes, on attend un peu pour que les muscles se détendent et on va majorer la flexion. Laisse bien tomber, pousse en arrière très fort. Donc, on va faire ça 3 fois. Relâche bien. Là, à ce moment-là, il y a une détente des muscles. On va les gagner en souplesse au niveau de la flexion des vertèbres. Pousse en arrière très fort. Donc, en contractant ces muscles extenseurs, ça libère le mouvement de flexion. Relâche bien. On lui permet une petite détente de 5 secondes et on va aller un peu plus loin. Laisse bien tomber. Donc, ça va donner en même temps une décontraction des muscles longitudinaux de la colonne. Ça, c'est l'isométrie globale. Maintenant, si je veux faire la même chose, mais au niveau des muscles qui font la flexion, donc je vais amener sa tête, donc je vais avoir une prise un peu différente. Je vais mettre ma main à l'occiput et ma main sur le front, puis je vais amener la tête en extension. Je vais demander à la personne qu'elle lève ton front vers le ciel ou rentrer ton menton, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Si elle rentre son menton, elle contracte les muscles antérieurs, relâche bien, ce qui va les détendre et on va pouvoir aller plus en extension. Donc, rentre ton menton ou lève ton front, c'est la même commande. Relâche tout. On attend un petit 5 secondes et on va pouvoir majorer le mouvement. Dernière fois, rentre ton menton et relâche tout. Donc, ça, c'est une façon d'aller augmenter l'extension en décontractant les muscles fléchisseurs. Maintenant, si on va aller travailler des mouvements bloqués, comme la rotation. Donc, si je veux travailler la rotation gauche, c'est-à-dire mon but dans l'isométrie est toujours d'améliorer un mouvement bloqué. Donc, on aura fait des tests. Si c'est bloqué, disons, en rotation gauche, j'amène la personne en rotation gauche. J'ai ma main qui est en dessous ici au niveau occiput, un pouce près de la tempe ou de la pommette. Et puis, mon autre main va venir ici. À ce moment-là, je vais dire à la personne de faire une rotation droite. OK? Donc, je peux soit donner une petite tape légère sur la joue en disant « tourne ta tête par là » et demander à la personne de faire un effort moyen. Tourne ta tête doucement à droite. C'est ça. Donc, il ne faut pas que ça soit trop fort. Sinon, c'est des gros muscles qui sont impliqués. Nous, on veut des petits muscles profonds. Relâche bien. 5 secondes de contraction. 5 secondes de repos. Puis après ça, on va gagner du jeu jusqu'à un centre, un petit blocage. Encore une fois, force en rotation droite. 5 secondes d'effort, relâche bien. On attend que tous les muscles se détendent et on va aller un peu plus loin. Donc, il ne faut pas forcer. Une dernière fois, tu peux tourner ta tête encore à droite. Donc, en principe, c'est 3 fois qu'on fait la séquence. Relâche bien. On attend bien que ça se détende et on va tourner un petit peu plus. Donc, ça, c'est pour l'isométrie en rotation. Si je veux faire maintenant l'isométrie en inclinaison, donc ici, j'ai 2 choix. Je peux faire l'isométrie en inclinaison pour tout le segment articulaire des vertèbres cervicales ou je peux segmenter. Donc, si je veux faire tout le segment, okay, je vais mettre ma main comme ça ici, puis je vais mettre cette partie-là de mon avant-bras dans la courbure entre le cou et l'épaule, puis je vais amener de l'inclinaison. Donc, mon but, c'est d'augmenter l'inclinaison droite. Je bloque ici comme ça, et je bloque ici comme ça, et comme ça, je suis très bien en contrôle du système. Donc, il faut vraiment être stable quand on fait de l'isométrie et être plus fort que la personne. Donc, la commande, c'est de ne pas forcer à 100%, dépendamment des gabarits, forcer pour que la personne ne soit pas en train d'être plus fort que vous. Donc, tu vas pousser ta tête à gauche ici, dans ma main, sans tourner, juste mettre ton oreille vers l'épaule gauche, pousse fort, 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 c'est ça. Relâche bien. On attend 5 secondes, puis on va pouvoir aller un peu plus loin dans l'inclinaison droite. Pousse encore, c'est ça. Relâche bien. On attend 5 secondes et on va un peu plus loin. Puis on fait ça une 3e fois.
Donc ici, ce qui est important, c'est que la personne comprenne qu'elle doit faire un mouvement comme ça, et non pas un mouvement de rotation. Donc c'est de l'inclinaison qu'on vise, il faut que le mouvement opposé soit le même. Si je veux faire de l'inclinaison plus spécifique, donc si je veux par exemple travailler un segment précis, à ce moment-là, ma main qui est ici normalement va être déplacée. Donc je vais avoir une partie index majeur qui va toucher la partie postérieure du cou, okay, de façon à être précis. Donc pour ça, j'aurais besoin au préalable d'avoir de l'information sur mes tests précis. Est-ce que c'est le segment supérieur, moyen ou inférieur qui est bloqué en inclinaison? Si, disons, c'est le segment moyen, à ce moment-là, j'amène mes doigts sur le segment moyen, j'amène la tête du côté que j'aimerais que ça aille jusqu'au blocage et je demande à la personne, à ce moment-là, d'amener sa tête comme ça. Souvent, je dois faire le geste pour que la personne comprenne bien. Puis à ce moment-là, ben, vas-y, pousse à droite ta tête. Donc à ce moment-là, c'est le segment où j'ai les doigts qui est sollicité. Relâche tout. J'attends un petit 5 secondes. Puis après ça, je peux aller plus loin. Même chose encore. 5 secondes d'effort. Relâche bien. 5 secondes d'attente. Et on va en général plus loin. Une dernière fois. Donc les résultats de l'isométrie sont en général très rapides et très bons. Relâche tout. C'est bon. Donc, on peut aller, en général, gagner beaucoup d'amplitude de mobilisation en faisant ce petit contract-relâche. Ça, c'était donc pour les mouvements très précis au niveau de l'inclinaison. Si je veux faire des mouvements très précis au niveau de la rotation, à ce moment-là, je vais amener encore là mes doigts. Disons que c'est les segments supérieurs. À ce moment-là, au lieu d'être ici comme ça, index majeur vont être près des deux vertèbres supérieures. J'amène la tête dans le mouvement jusqu'au blocage, en rotation droite dans ce cas-ci. Là, avec mon pouce et en montrant avant, je vais demander à la personne qu'elle tourne sa tête à gauche. Tourne ta tête tranquillement à gauche. Ça. Et moi, je bloque fermement. Donc, il ne faut pas que les mouvements soient trop forts pour la personne. Relâche bien. Et puis, je vais pouvoir majorer. Donc, quand je tourne précisément ce segment-là. Une autre fois à gauche. Relâche bien. Et je vais aller un petit peu plus loin. Donc, après 3 fois, on a obtenu les gains maximaux. Pour la technique d'isométrie, nous allons voir la prise au niveau du squelette. Donc, on met nos mains en cuillère ici sous la courbe cervicale. Même chose, l'autre main qui vient par-dessous, de façon à ce que notre paume de main touche en partie à la mastoïde, ce qui fait que quand on va tracter et soulever la tête, on a une bonne assise au niveau structurel et au niveau des fascias ici. Donc, cette même prise-là pourra servir quand on fera l'étirement et le suivi facial au niveau postérieur. Donc, pour les techniques articulaires au niveau isométrie, ce qu'on peut faire donc pour venir travailler de façon plus segmentée, on peut mettre par exemple nos doigts vraiment sur les 2 premières vertèbres, faire une légère rotation, et puis à ce moment-là, demander une contraction dans l'autre sens, en rotation gauche, et puis après ça, attendre et majorer le mouvement des vertèbres supérieures 2-3 fois pour les rotations. Si on fait les inclinaisons, à ce moment-là, on peut prendre, disons, le segment médian. On va translater le segment médian, amener un peu d'inclinaison droite et demander à la personne qu'elle pousse en inclinaison gauche pour pouvoir après ça majorer l'inclinaison droite. Donc, on peut spécifiquement aller sur 2 ou 3 vertèbres. Les techniques faciales vont débuter avec les suivis myofaciales. Donc, c'est des techniques où on va toujours être dans l'aisance des tissus faciaux. Donc, les fascias, si on se rappelle, c'est des tissus qui ont la capacité d'intégrer des tensions et en même temps d'engrammer des directions de force. Donc, on va pouvoir faire nos tests. Donc, on va commencer par tracter les fascias inférieures. Okay? Puis, si jamais on sent une tension, on peut mettre nos 2 mains dans cette zone-là, puis laisser aller les mouvements des fascias. Donc, les mouvements des fascias dans le suivi myofacial, c'est des mouvements qui sont en général un peu anarchiques. Ça peut tirer à droite en haut, après ça à gauche en bas. Donc, si je vous traduis des mouvements que je sens dans mes mains, ça fait des mouvements un peu comme ça ici. Et donc, c'est des mouvements quand même subtils, mais en faisant le suivi myofacial de ces zones-là, on va atteindre une détente des tissus qui ne sont pas touchés par d'autres techniques.
Donc ça, c'en est une qui est locale au niveau des fascias postérieures. Maintenant, si on veut travailler et la détente des fascias postérieures et la mise en tension des fascias antérieures, on va faire une autre technique qui est une technique globale. Donc, je mets mes mains un petit peu plus haut que la prise articulaire pour avoir la paume de mes mains en contact avec les pariétaux. Puis, je vais faire un mouvement avec mon corps où je pousse un peu en même temps que mes doigts viennent faire une cuillère pour faire ressortir le menton. Donc, cette position-là est idéale pour tous les fascias postérieurs de manifester leur tension. Donc, c'est un suivi. Donc, les mouvements que je fais viennent vraiment du cou et des tissus tendus chez Nathalie, dans son dos principalement. Donc, c'est des mouvements qui sont plus ou moins amples, plus ou moins rapides, dépendamment des gens. Donc, en général, quand il y a des tensions, ils vont se manifester plus d'un côté. Dans ce cas-ci, ça tire à gauche, en arrière. Donc, je vais suivre les mouvements. Souvent, après un bout de temps, le système se redirige en d'autres endroits. Donc, c'est une position idéale, l'extension-compaction, pour commencer ce travail-là. Parfois, il arrive que la personne va aller en flexion, donc je me lève et je suis, comme exemple. Si la personne veut aller comme ça, parce que ça tire, mais je vais la suivre. Dans son cas, c'est beaucoup les muscles en arrière qui sont très contractés, qui tirent au maximum. Donc, j'accompagne ça. Pour l'avoir fait pendant beaucoup de fois, des fois ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes même, cette technique-là. Donc, elle est très libératrice de toutes les tensions des fascias inférieures. Maintenant, si je veux faire une technique qui vise encore là les mêmes fascias, mais de façon un petit peu plus en traction. Donc, je vais faire ici une prise où je vais aller chercher les fascias. En dessous, je vais ramener le tout ici. Là, je vais tirer, tracter. Puis, encore là, quand il y a des tensions qui se manifestent, je vais me permettre de pouvoir accompagner ces tensions-là. Donc, toujours être dans l'aisance, suivre les mouvements. Contrairement à la technique d'étirement facial, la deuxième qu'on va voir, où au contraire, on reste dans la tension. Là, ici, je vais toujours chercher la tension minimale, ce qui fait qu'il y a du mouvement. Parce que la tension change d'une seconde à l'autre. Il y a des fascias qui se détendent et d'autres qui reprennent la tension. Donc ça, c'est une technique où ça va aller tracter souvent jusqu'en bas au niveau des lombaires. Donc, on va faire une autre technique d'étirement de suivi myofacial. On va mettre en tension légère ici toute la partie des fascias moyens au niveau du cou. Donc, je mets mes mains un petit peu au niveau des scalènes des sternaux. Puis après ça, je vais avoir une direction de main latérale. Donc, je fais une dépression vers le bas en latéral. Et puis à ce moment-là, les fascias de toute la partie postérieure, parce que j'ai mes pouces en arrière, latérales et antérieures, vont être sollicités. Donc, je déprime vers les pieds et je vais en latéral vers les épaules. À ce moment-là, il y a des mouvements dans l'anneau thoracique supérieur qui vont faire que ça bouge. Donc, moi, j'accompagne les mouvements. Donc, le suivi myofacial ou suivi facial, c'est toujours accompagner les mouvements. Donc, souvent, il va y avoir des mouvements en torsion, en 8, en étirement, antéro-postérieur, latéral, etc. Donc, ça, c'est une manœuvre qui va travailler l'ensemble des fascias de tout le cou. Maintenant, je vais passer au travail de suivi myofacial au niveau du sternocleidomastoïdien. Donc, je vais le prendre ici, je vais le décoller, puis je vais suivre les mouvements qui vont tirer à droite, à gauche, latéral, au bas. Donc, je prends ça comme une corde, comme une pince, et je vais faire des tests. Donc, ça va très bien vers le haut, mais pas très bien vers le bas. Donc, je vais suivre un peu les tensions vers le haut. Donc, j'accompagne là où ça ne veut pas aller. Pardon, là où ça veut bien aller. Donc, le suivi myofacial, toujours dans l'aisance, où ça tire. Puis, de façon indirecte, il y a un système de rétroaction qui va faire que ça va relâcher l'endroit qui est tracté. Donc, ça, c'était pour le sterno. Si je veux faire du suivi myofacial, là, je peux aller
au niveau d'un segment très petit. Donc, je vais aller prendre en pince une vertèbre ou un groupe de vertèbres en haut. Et ma main inférieure va faire le même genre de pince. Donc, je vais avoir 2 doigts sur les facettes articulaires et les transverses en latéral. Et le pouce sur l'autre partie. Et puis, je vais pouvoir soit mettre en compaction ou soit mettre en traction le segment, puis laisser suivre les petits mouvements entre les vertèbres. Donc ça, c'est une forme de mobilisation articulaire couplée à du suivi myofacial. Donc, vous voyez peut-être des micro-mouvements. Donc, j'amplifie le mouvement pour que ce soit visible à la vidéo. Et puis, on voit ici que les vertèbres entre elles, étant donné que je les compacte ensemble, elles vont se mettre à bouger. Puis, on peut faire la même chose en mettant un petit peu de traction et suivre les mouvements. Donc, ça fait des micro-mouvements, mais qui sont très relaxants, très soulageants au niveau des segments contactés. Puis, on va faire une dernière manœuvre de suivi myofacial, mais on va aller s'adresser aux muscles sous-occipitaux. Donc, on va mettre nos doigts dans cette position-là, comme ça, au niveau des muscles sous-occipitaux. Puis, on va les écarter un peu. Et puis, on va laisser les mouvements très minimes, très légers se faire. Donc, mes doigts vont être ici, entre C2, C1 et l'occiput, de part et d'autre. Donc, il va avoir une forme comme ça, au lieu d'être pointu, pour épouser la forme de la vertèbre. À ce moment-ci, je vais lever un petit peu la vertèbre C1 dans les airs. Et ça met en tension, donc je pousse antérieur. Ça met en tension les 2 autres segments, C2 inférieur et l'occiput supérieur. Ligaments, fascia, articulation, muscles. Donc, à ce moment-là, il se crée des mouvements. Donc, c'est une zone qui est très tendue. Il se crée beaucoup de mouvements dans cette zone-là. Donc, suivi myofacial au niveau des muscles sous-occipitaux. Donc, ce que vous voyez, c'est, j'exagère un petit peu, mais ça ressemble à ça comme mouvement. Donc, au niveau du mouvement des fascias, on peut faire pour les techniques de suivi myofacial un travail où on va aller mettre ici une présence en tension ici, une présence en tension ici comme ça, pour travailler tous les fascias et après ça, suivre les mouvements qui vont se manifester. Si on veut travailler plus spécifiquement la zone postérieure, on va glisser notre main comme ça ici, amener notre autre main sur la zone qui va pouvoir permettre de faire un étirement fascia et de suivre autant la main inférieure que la main supérieure en tension. Maintenant, pour le suivi myofacial des premières vertèbres avec l'occiput, nos doigts vont être à peu près comme ça ici, étalés entre l'occiput et la dernière portion de la vertèbre C1. Même chose de l'autre côté. On va soulever un peu C1, laisser tomber un peu le crâne, puis à ce moment-là, nos doigts vont pouvoir suivre les mini-mouvements des fascias entre ces 3 structures. Donc, dans les mouvements de mobilisation des vertèbres avec suivi myofacial, on peut compacter les vertèbres ensemble avec une légère pression sur le crâne et laisser les mouvements des vertèbres se manifester. Tout qu'on peut faire une légère traction, puis encore là, laisser les mouvements se manifester en suivi facial, vertèbre 2 à 2. La prochaine technique faciale, c'est l'étirement. C'est un mélange d'étirement musculaire avec du suivi facial. La différence, c'est que ce n'est pas statique. On va laisser les muscles, tout en ayant une tension de base, bouger. Ici, donc, je fais le complexe angulaire de l'omoplate, trapèze et un petit peu les scalènes. Donc, tout ça s'attache plus ou moins au même endroit où j'ai ma main supérieure. Donc, je tiens fixe l'épaule et je laisse le haut bouger. Donc ça va chercher un niveau de profondeur que l'étirement musculaire pur n'a pas. Donc, on va ici faire beaucoup de travail au niveau de toute la partie gauche entre l'épaule et le cou. Donc, pour la partie, on va dire, trapèze angulaire.
Maintenant, on va aller chercher les fascias qu'il y a entre la mâchoire et le sternum. Donc, on va aller faire ici un petit mouvement. On va aller chercher les muscles antérieurs du cou. Donc, les muscles sternaux, un peu les muscles hyoïdiens, sous-hyoïdiens. Puis là, on va faire une tension ici comme ça. Puis on va laisser ça bouger. Donc, ma main inférieure va bouger d'une façon un petit peu gauche-droite, un petit peu horaire-anti-horaire. Ma main supérieure, elle va bouger un petit peu dans les mêmes directions. Mais tout ça étant relativement souple, hein, on n'écrase pas la gorge. Donc, on va aller faire comme un effet de cuillère ici, puis mise en tension inférieure. Donc, on va travailler comme ça, un côté à la fois, évidemment. Et ça va dégager beaucoup les tensions à la mâchoire, à la gorge. Respiration aussi. Donc, on peut mettre plus ou moins de tension, dépendamment de ce qu'on sent. Au préalable, on a pu faire notre test de rigidité de sternum et de muscles antérieurs du cou. Maintenant, on va aller passer aux mises en tension au niveau des fascias inférieurs. Donc ici, ce que je peux faire, je peux aller faire une main près de l'angulaire et du splenius ici. Donc, je vais vraiment aller tourner. Donc, la paume de ma main va être dans les muscles postérieurs et le haut de ma main va être ici. Puis, on met une tension avec une légère flexion et on laisse travailler. Donc, c'est un étirement. Puis, on laisse les fascias bouger dans cet étirement-là. Donc, tous les mouvements que vous voyez, c'est pas moi qui les dessine nécessairement. C'est les fascias de Nathalie qui sont dans un certain état de tension qui se décontractent. Donc, il faut rester souple tout en étant en tension. Donc, fascia postérieure. Et on peut faire aussi une manœuvre qui ressemble à ce qu'on avait vu, c'est-à-dire une mise en tension des fascias comme ça ici, où on va aller lever la tête et puis on va faire une traction vers soi. Et là, on va rester dans un endroit rigide. Donc, si c'est tendu quand je tourne sa tête, quand j'incline sa tête du côté gauche, c'est plus tendu, donc je vais garder la tension là. Je vais faire un léger suivi. Je peux même aller, si je veux mettre plus de tension, faire une traction comme ça ici. Donc, c'est plusieurs muscles, contrairement à l'étirement spécifique, plusieurs myofascias que je vais chercher. Nous allons passer à la technique de tissu conjonctif profond. Donc, ça fait partie des techniques faciales. La manœuvre est très invasive. Donc, c'est le genre de manœuvre qui va faire assez mal. Donc, toujours à gérer sur une échelle de 1 à 10 avec votre patient, gérer la douleur entre 5 à 7, dépendamment de leur capacité d'endurer la douleur. Donc, on va faire le travail ici pour toute la zone postérieure, incluant trapèze, angulaire de l'omoplate, splenius du cou et les muscles postérieurs jusqu'aux sous-occipitaux. Donc, dans un premier temps, nous allons mettre une tension dans le complexe myofacial. Donc, ici, je déprime à deux mains l'épaule vers ses pieds. Je viens bloquer ici en faisant une légère pression vers le sol. Je coupe un peu l'angle de mon poignet pour avoir accès. Ici, donc, je vais avoir, avec la partie des phalanges moyennes, un contact sur les tissus conjonctifs et je vais tranquillement les étirer. Donc, il y a une tension de base due à la position, puis tranquillement, je vais remonter lentement en décollant. Donc, c'est très bon pour les adhérences. Je vais faire plusieurs fois des passages sur des bandes différentes. Donc, on peut sentir, même si ça reste des structures peu sensitives, on peut sentir les tensions. Donc ici, je vais rentrer un peu plus creux pour aller chercher l'angulaire de l'omoplate et, pas très loin, le splenius. Et je remonte tranquillement en faisant attention aux épineuses pour ne pas... Ici, je vais aller encore plus profond pour chercher les muscles paravertébraux. Donc, je remonte tranquillement tout ça. Donc, la vitesse est très importante. Plus on est en profondeur, moins ça doit être rapide. Donc ici, on peut faire plusieurs fois le même passage. Si c'est douloureux, on pèse moins fort de façon à pouvoir tranquillement remonter sans créer trop de douleur.
mais on s'entend que c'est une manœuvre qui est invasive beaucoup plus. Donc ça, c'était pour toute la partie postérieure. Maintenant, si on veut faire la partie plus latérale, une manœuvre qui est très très bonne pour les tensions des muscles sternocléido-mastoïdiens. C'est une manœuvre où on met, comme d'habitude, en étirement préalable, le conjonctif, le tissu qu'on veut étirer. Donc, dans ce cas-ci, j'éloigne oreille de l'épaule. Je vais travailler le sterno gauche. Donc, je vais partir près de la mastoïde ici. Puis là, ma pression va être postérieure. Donc, je viens accrocher le muscle et je pousse postérieur et non pas intérieur vers la gorge. Donc, je viens accrocher et je suis le muscle en poussant toujours un peu vers l'extérieur. Donc, c'est une manœuvre en soi assez douloureuse. Donc, on a deux chefs au niveau du sterno. Là, je suis sur le chef claviculaire. Maintenant, si je vais aller sur la partie plus sternale, je m'en viens un petit peu plus comme ça. Donc, ici, on va suivre tout le long. Une fois qu'on a fait une fois ou deux le mouvement, on peut étirer le muscle pour bien garder la tension. En général, c'est une manœuvre qu'on fait 2-3 fois, puis on a déjà un très bon gain. Si le muscle est très tendu et comprime des nerfs, il va y avoir des irradiations possibles dans l'épaule ou l'omoplate ou le coude. Dernière fois, en étirant toujours le muscle. Donc, on fait bien attention pour ne pas pousser vers la gorge. Donc, la partie claviculaire ici. Donc, ça, c'est le tissu conjonctif profond au niveau du sternum, sternoclaviculaire. Donc, ici, si on veut faire au niveau du scalène, on va faire la même chose. On va pousser un petit peu comme ça ici. Donc, pour les besoins de la caméra, je vais le faire comme ça pour qu'on puisse bien voir. Donc, je vais aller en latéral ici. Je vais aller sur les muscles scalènes vers leur attache sur les côtes. Donc, ça, c'est une façon de faire qui est quand même délicate parce que ça peut être très douloureux, surtout vers la partie sur les côtes. Donc, si je le fais de la vraie façon que je travaille en clinique, je vais partir comme ça ici. Puis, on s'en vient comme ça en tournant tranquillement notre pulpe de doigt pour qu'elle soit vraiment en contact plein avec les scalènes. Donc, c'est une technique de conjonctif profond où ça va aller enlever les adhérences, réaligner les fibres et agrandir, allonger les torsions de fascia. Donc, ça, c'était pour celui-ci. Maintenant, si je veux faire les muscles antérieurs du cou, le long du cou, donc je vais aller en dessous ici. Je mets déjà un petit peu en extension pour étirer et j'y vais très lentement en suivant les muscles long du cou. Donc, on ne pèse pas très fort parce que c'est relativement douloureux. Maintenant, une autre technique pour travailler les muscles postérieurs ici, les muscles sous-occipitaux. Donc, je dois me mettre plus debout. Je vais lever la tête de la personne. Comme ça, j'ai mes 4 doigts du côté gauche ici, 2 doigts de la main droite, 2 doigts de la main gauche. Puis je vais, à ce moment-là, au niveau des muscles postérieurs, faire un travail où je recule mon corps tranquillement. Donc, on voit les doigts qui viennent travailler au niveau des muscles postérieurs et sous-occipitaux. Donc, les muscles postérieurs, je les travaille en glissement bilatéral. Donc, mes deux mains font le même travail. Puis, rendu aux muscles sous-occipitaux, je vais séparer la main droite et la main gauche. Gauche s'en va à l'extérieur à gauche et la droite vers l'intérieur pour tracter en mouvement de séparation comme ça. Pour les techniques de tissu conjonctif profond, nous pouvons faire la mise en tension de base en déprimant l'omoplate, garder la tension. À côté ici un petit peu, pour les besoins de la côte, je tiens le squelette au niveau du front, mais normalement on est à la tempe. Et puis là, ici, on va étirer la zone trapèze supérieure jusqu'à son insertion. Angulaire de l'omoplate jusqu'à ses insertions. Après ça, on peut aller chercher en dessous un peu plus creux, splenius, et le suivre encore là, près des transverses. On peut remonter au niveau des sous-occipitaux. Évidemment, on fait ça plusieurs fois.
Et puis, si on veut aller chercher un peu plus profond, on va déprimer le matelas, aller chercher les muscles paravertébraux et remonter tranquillement en fonction de ce que l'on ressent comme tension et douleur. Les techniques de pompage liquidien, on en a vu quelques-unes à travers les différentes techniques articulaires, musculaires et faciales. Maintenant, on va les voir un peu plus systématiquement. Dans les techniques de raccourcissement passif, quand on est en raccourcissement passif, par exemple du scalène, on fait un pompage à l'expire. Inspire bien. Donc, le premier temps de l'expire, on fait notre pompage. Une autre fois. C'est bon. Maintenant, si on fait le micro-massage, exemple du sterno, on va relâcher de temps en temps à l'intérieur même du travail de micro-massage. On n'a pas besoin de se synchroniser sur la respiration. Dans les techniques d'étirement spécifique, si je fais par exemple l'étirement spécifique du trapèze supérieur, inspire bien. À l'expire, je peux relâcher l'élastique et reprendre. Donc, le premier temps de l'expire, je relâche les deux segments légèrement. Donc, je ne relâche pas tout. Je fais juste relâcher un petit peu l'élastique et je reprends. Donc, ça se fait très rapidement. Dernière inspire, expire. C'est ça. Donc, ça, c'est pour les techniques musculaires. Si je fais des techniques faciales, c'est plus difficile de faire du pompage liquidien. Par contre, quand je fais une technique en rigidité, où je vais aller chercher la tension et je la maintiens, là, je peux faire un petit relâchement. Petit relâchement. Petit relâchement. Par contre, dans les techniques articulaires, ce qui est possible de faire, quand on fait des mobilisations, on peut de temps en temps faire une petite compaction. Là, je fais de façon pure compaction avec relâchement. Donc ça, c'est une forme ou traction avec relâchement. Mise en tension articulaire, relâchement. Donc, je peux toujours faire des mouvements, relâcher, aller chercher des endroits, pomper en relâchement, compaction, relâchement, ou faire des mouvements en traction, relâcher notre traction. Donc, l'idée là-dedans, c'est toujours de pomper les liquides, soit en traction qu'on relâche ou en compaction qu'on relâche. Donc, c'est applicable dans toutes les étapes du travail articulaire. Les techniques de pompage peuvent aussi s'effectuer lors des manœuvres en mobilisation articulaire. Donc, ce qu'on doit faire pour pouvoir effectuer ces pompages-là, c'est soit faire une légère compaction et relâcher. Donc, on peut faire du mouvement de mobilisation, compacter un peu et relâcher, ou faire du mouvement de mobilisation toujours et tracter un peu et relâcher. Donc, on fait un petit temps d'arrêt et on compacte ou on tracte. Donc, ça va créer un pompage des liquides synoviales et autour de l'articulation. Voilà donc qui complète les techniques globales pour l'ostéomassage de la zone cervicale.